Ethic et Smart vous est présenté en partenariat avec Soprasteria Next pour un monde numérique audacieux et responsable. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission sur Bismart, éthique et smart. Une fois par mois, c'est l'émission de l'éthique numérique et de la responsabilité des entreprises. Beaucoup de thèmes dont on va parler, le développement de la confiance des collaborateurs à l'ère du travail à distance, la maîtrise de la logistique en temps de crise, la confiance client et la pérennité de l'entreprise, le numérique, accélérateur de la transition écologique, les aspects éthiques des assistants vocaux. Je pourrais comme ça allonger la liste encore longtemps. Ces questions, elles sont stratégiques, elles sont partagées par tous les entrepreneurs. Face aux crises, la transformation des entreprises s'accélère et avec elle, la digitalisation des processus. Il y a des mots qu'on va souvent employer dans cette émission. On parlera agilité, flexibilité, confiance, compétences multiples des collaborateurs, souveraineté numérique et logistique. Je l'ai dit, transition écologique. Ces défis sont au cœur d'Ethic et Smart. C'est parti. Ethic et Smart qui commencera chaque mois par une parole d'expert. Et pour poser les bases de cette émission, on va définir ensemble les enjeux de l'éthique numérique. J'accueille Dominique Lamoureux, bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le président du Cercle éthique des affaires. Vous présidez également le comité d'éthique de la SNCF. J'aime bien commencer par des définitions. C'est quoi pour vous l'éthique numérique ? Merci de poser voilà, de savoir de quoi on parle. Oui. Je crois que c'est important. Et si vous me permettez, moi je voudrais qu'on commence par définir deux concepts. Le concept de morale, est-ce qu'on est dans la morale ou est-ce qu'on est dans l'éthique ? Et sans faire de la philosophie, mais de façon concrète, pragmatique, moi je pense que laissons au mot morale ce qui dit le bien et le mal, avec un grand B, grand M, de façon un peu universelle, dogmatique. Les grands principes sont... Alors c'est qui ? C'est plutôt la religion et c'est le politique. Le politique la religion, aussi, oui. C'est les ONG qui sont détenteurs de la morale pour dire, en effet, ce qui est bien et ce qui est mal. Alors l'universalité, n'exagérons peut-être pas, mais voilà. De toute façon, donc ça laisse l'éthique aux entreprises d'une certaine façon. Et ça laisserait une éthique des affaires. Une éthique d'affaires. Et là, qui dit ce qui est bon ou mauvais ici et maintenant. Ce que je veux dire, pour moi, l'éthique, c'est cet arbitrage que chacun dans l'entreprise, alors du PDG jusqu'au collaborateur junior, doit faire entre les demandes multiples des diverses parties prenantes. Cette idée de parties prenantes, il y a les actionnaires, mais il y a aussi les clients, pas les oublier, il y a les salariés, il y a les fournisseurs, et puis il y a les sociétés civiles qui vous demandent de prendre, et qui demandent à l'entreprise de prendre un certain nombre de positions. Oui, donc c'est parfois concilier un peu les contraires. Donc l'éthique, c'est quoi ? C'est un peu comme une boussole, vous diriez ça ? C'est surtout un arbitrage permanent, ici et maintenant, qui change, et qui est très critique, parce qu'on va attendre de plus en plus à l'entreprise des comportements responsables. Et sur tous les sujets, sur les sujets des ressources humaines, sur les sujets des droits de l'homme, sur les sujets de gestion d'un thème important comme le numérique. Et je crois ce que je veux dire par là, c'est que ne confions pas trop de responsabilité morale à l'entreprise, laissons aujourd'hui, et peut-être il faudrait un peu plus d'action du politique, des grandes organisations internationales, par exemple, pour définir. Moi, je voudrais, allez-y, un OMN, d'avoir une structure, non pas l'OMS, mais l'OMN sur le numérique. L'Organisation mondiale du numérique. L'Organisation mondiale du numérique, comme l'Organisation mondiale de la santé, qui définit les grands principes, les grands thèmes, et ne le laisse pas à des entreprises du côté aussi bien du GAFA que des GAFA que des hackers. Ouais, et c'est ce dont on parlera dans notre débat, évidemment. Peut-être, est-ce qu'on parle souvent sur cette chaîne, parce que c'est un mouvement de fond, de la raison d'être des entreprises à mission. Est-ce que ça se rejoint dans votre esprit ? Oui, absolument. Il appartient, je crois que c'est une très bonne chose, que les entreprises se disent leur raison d'être, disent éventuellement de s'engager dans « je suis une entreprise à mission », mais avec des limites.
C'est-à-dire, ce n'est pas elles qui vont dire ce qui est, je répète, le bien et le mal pour la planète. Parce que ça sous-entend qu'une entreprise transforme la société. Quand elle dit « j'ai une raison d'être, je suis une entreprise à mission », une entreprise à mission, elle se donne presque une mission de transformation de la société. Exactement. Vous pensez que c'est trop ? Il y a des limites. C'est-à-dire qu'il appartient aux grandes organisations internationales à une réflexion de très haut niveau, de dire le pourquoi. En revanche, il appartient aux entreprises, je crois, de dire le comment. Et là, elles sont totalement légitimes. Comment je mets en œuvre, mais ne pas être porteur des grands principes qui relèvent des grandes, je dirais, des grandes valeurs de la démocratie, de la République. Et voilà. Alors, ça a posé parfaitement, Dominique Lamoureux, les principes, les enjeux. On va les concrétiser encore plus, si vous le voulez bien, avec nos deux invités tout de suite. C'est le débat d'Ethic et Smart. Quels sont les enjeux de l'éthique numérique? On en débat donc tout de suite avec Muriel Barnéou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste. J'accueille également Florent Vadillo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur éthique et souveraineté chez Sopra Steria Next, la marque de conseil en transformation digitale du groupe Sopra Steria. Alors vous venez d'entendre Dominique Lamoureux, qui est resté avec nous évidemment, faire la différence entre l'éthique et la morale. Et puis alors proposer cette organisation mondiale du numérique. Qu'est-ce que ça vous inspire? Muriel Barnéou, je commence avec vous. Oui. C'est un doux rêve aujourd'hui? Écoutez, je trouve que la question est pertinente, si je puis me permettre, dans un monde où, après tout, une organisation mondiale de la santé ou pour la santé, plus sérieusement, effectivement, le sujet numérique touche des choses qui sont extrêmement profondes de l'humanité. Moi, j'aime bien faire le parallèle entre des tissus humains et puis les data, et dire qu'après tout, on a pris quelques règles éthique, pardon si le terme n'est pas le bon, monsieur Lamoureux, mais on a pris des précautions, un serment d'Hippocrate, enfin des choses qui touchent au fond à la vie et qui s'appliquent à un certain nombre d'objets, par exemple les tissus humains. Et parfois, je pense qu'un certain nombre de règles comme ça, supranationales et profondes, seraient de nature à permettre que finalement les choses tombent du bon côté, du côté lumineux de la force. C'est un enjeu majeur, Florent Vadillo, parce que si la France veut tout régler toute seule, elle n'y arrivera pas. Le monde numérique, il est planétaire, il est supranational, c'est une évidence. Donc une organisation mondiale du numérique, c'est peut-être un doux rêve, mais en tout cas, ça peut être un objectif. En tout cas, le sujet le mérite. Il y a des enjeux qui sont totalement planétaires. La question de la neutralité, par exemple, d'Internet, l'accès, le libre accès aux technologies numériques. Tout cela est très important. En revanche, sur le sujet de la régulation, on se heurtera aux mêmes difficultés qu'en droit international. Et plus encore sur les questions d'éthique, on sera sans doute confronté à la relativité des notions éthiques selon les pays, les contextes culturels ou même le contexte socio-économique. Ouais. Et là, allez-y. Non, je veux dire, non, mais complètement d'accord, Florian. C'est surtout ne pas laisser aux GAFA de dire la loi, d'être la loi et les prophètes. C'est pas à eux de dire. Il faut qu'il y ait quand même quelque part une organisation qui est quand même quelque part plutôt démocratique et qui dise ce qui est bon et ce qui est mauvais, comme disait Muriel. Mais c'est ce qui s'est passé à la fin de la campagne présidentielle américaine, quand Twitter a décidé de bannir le compte de Donald Trump, d'une certaine façon. Ils sont rentrés dans le débat démocratique et ils ont pris une décision qui aurait pu dépendre d'un organisme démocratiquement élu, supranational. Ouais. Avec un point très important, c'est que c'est une relation contractuelle. On oublie trop souvent, mais nous sommes liés contractuellement à ces organismes. Et donc on a vu la violence en fait du droit des contrats appliqué au numérique et appliqué à l'expression politique publique que permet cet outil numérique. Et c'est en quelque sorte là que se nichent les questions d'éthique, parce que il y a une balance à faire entre l'éthique et le droit des contrats qui est souvent beaucoup plus violent. Alors, on va rentrer un peu dans le concret, le retour d'expérience. Muriel Barnéou, j'ai voulu que vous soyez avec nous parce que l'éthique numérique, ce sont des enjeux d'aujourd'hui, mais l'éthique, c'est une vieille histoire à la Poste, si j'ose dire. Oui. Oui, et M. Lamoureux parlait tout à l'heure de cette articulation éthique, morale. Nous l'avons traduit, ou en tout cas nous héritons, nous, d'une traduction de cette éthique dans quelque chose qui effectivement date de 1791. 1791, oui, c'est quoi? C'est une sorte de serment d'Hippocrate des postiers? D'une certaine manière, en fait, puisque c'est à ce moment-là que s'installe le serment des postiers, qui est la prestation de serment qui va garantir que les objets que nous transportons, eh bien, nous en gardons et
et nous en garantissons la totale confidentialité. Donc, vos lettres ne sont pas lues, vos paquets ne sont pas ouverts, et toutes les informations auxquelles les facteurs peuvent avoir accès d'une manière ou d'une autre sont totalement confidentielles. Et on s'ancre au fond dans la manière dont on va projeter nos actions dans l'univers numérique, dans cette histoire, en la légitimant et en l'installant dans notre prestation de serment que nous avons étendue, y compris cette fois-ci maintenant, aux données et aux informations à caractère personnel. Donc ça veut dire que le même principe, il vaut pour l'univers numérique. Absolument. Alors, en fait, avec quelle mise en œuvre oui, c'est ça. concrète ? Avec l'idée de vous nous faites confiance pour vos vies physiques, et vous imaginez bien à quel point cette éthique elle est forte, puisqu'il n'y a pas de contrôleur derrière chaque facteur. C'était inimaginable, hein, bien sûr. Et donc elle est tellement robuste et tellement solide que l'on peut dire vous nous faites confiance pour vos vies physiques, vos vies matérielles. Vous pouvez nous faire confiance dans vos vies numériques. C'est comme ça qu'aujourd'hui, par exemple, ça se sait assez peu, mais dans le groupe La Poste, nous sommes un des premiers hébergeurs de données de santé en France et nous hébergeons 45 millions de dossiers patients. Peut-être qu'ils sont bien dans l'univers postal plutôt que dans d'autres univers. Et cette déontologie, parce que c'est de la déontologie, s'inscrit dans une culture profonde et moi je trouve qui est magnifique. Oui, effectivement, nous avons une direction de la déontologie et de l'éthique qui commence à dater maintenant, hein, qui s'ancre là aussi. Alors, elle ne date pas de 1791, hein, je vous rassure, mais qui a été une des premières à se mettre en place dans des grands groupes. Et derrière, elle s'ancre aussi dans cette idée de responsabilité, au sens de proposer sur le marché, proposer à un écosystème des solutions dans un univers qui commence à avoir besoin de solutions. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce qu'au fond, on s'est dit, après les échanges débridés et très libres, enfin, tous sont libres, mais dans les échanges un petit peu Far West qu'on a pu avoir dans l'univers numérique, nous avions la conviction qu'un jour allait arriver un besoin justement de vie privée, un besoin de confidentialité. Et cet univers de vie privée et de confidentialité est un univers dans lequel nous avons l'habitude de jouer, et même si c'est un univers numérique dans lequel nous avons décidé de jouer. Florent Vadillo, si j'entends bien Muriel Barniou, ça veut dire qu'on peut imaginer qu'une nouvelle ère numérique est en train de s'ouvrir. En tout cas, un nouveau rapport au numérique, ça c'est évident. On le voit, il y a eu une phase Far West, hein, où chacun allait un peu avec ses convictions, ses idées, sa force brutale aussi. Et là, mais on peut même dire, pardon de vous interrompre, que l'univers numérique se crée sur cette promesse. C'est un univers assez libertaire, d'une certaine façon. C'est un univers totalement libertaire, voire anarchiste. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un refus de la règle. Ben oui. Or, la règle, elle est à la fois une contrainte, mais elle est souvent une protection. Et plus le domaine s'étend, plus il touche la démocratie dans son corps vivant, plus on a besoin en fait d'une règle protectrice et non pas d'une règle contrainte. Et effectivement, on est dans cette phase où on a besoin de mettre des règles, de la régulation. Et lorsque le droit, lorsque la technique n'est pas là, eh bien, ce questionnement-là, il doit être sur des comportements, sur des guides d'usage, des chartes d'utilisateurs, sur des questionnements éthiques. Et c'est là où l'éthique est intéressante parce que c'est une règle protectrice et non contraignante. Et vous l'avez dit, Thomas, moi je crois que le mot fondamental, c'est la responsabilité. Muriel l'a évoqué, responsable. Comment je peux être responsable par rapport à mon environnement ? Et je suis redevable. Une responsabilité, c'est aussi vous être redevable de cette responsabilité. Et également, comment je peux être responsable dans la gestion de ma propre entreprise. Et on a, je pense, qu'aujourd'hui, les grands défis, c'est dans une nouvelle crise de la gouvernance, sur des nouvelles thématiques, c'est l'émergence de ces nouvelles technologies, comment on peut être à la fois nouvelle responsabilité vis-à-vis de son environnement et vis-à-vis de ses propres collaborateurs. C'est ça, à mon avis, le grand défi des entreprises de demain. Et alors, il y a des outils pour ça. Florent Vadillo, Sopra Steria Next propose une solution qui garantit l'anonymat des données. Ça s'appelle Angerona. Le nom n'a pas été choisi par hasard. Non, c'est le nom de la déesse romaine de l'oubli. Et c'est important, cette notion d'oubli. L'anonymat, c'est à la fois une protection et c'est aussi la capacité de se soustraire au regard public. Or, Internet est devenu ce regard public pour lequel on a besoin d'oubli. D'ailleurs, le droit à l'oubli est une notion qui est promue, notamment par la CNIL. Et puis, il y a aussi le droit à la déconnexion, qui est une forme d'oubli, un oubli technologique. Et ce sont deux mutations extrêmement intéressantes qu'il faut promouvoir et qu'il faut s'appliquer aussi. Oui, il y a un mot important aussi, c'est le mot confiance. Oui. Alors là, puisqu'on est sur les outils, à la Poste, il y a ce qu'on appelle le Digipost, c'est ça? C'est quoi? Comment ça marche? Digipost, c'est votre boîte à chaussures d'avant.
mais non plus sous une forme boîte à chaussures avec vos documents à l'intérieur, mais un coffre dans lequel vous mettez tout ce que vous voulez de numérique, dont on garantit bien sûr que vous êtes le seul à y accéder ou n'y ont accès que ceux que vous autorisez à y accéder. Aujourd'hui, on a convaincu plus de 5 millions de Français avec Digipost, évidemment avec de l'archivage à vie. On a aussi un autre élément qui est très important, qui est l'identité numérique. Et nous sommes un distributeur d'identité numérique, plus de 300 000 identités numériques. Et au-delà de ça, tout ce qui va toucher, bien sûr, à des informations de santé dont je vous ai parlé et qui sont des choses qu'on manipule. Alors, dans cette émission qui est la première, c'est une émission mensuelle Ethic & Smart, on pose les thématiques. Il y a un certain nombre de mots-clés qu'on a déjà employés. Il y a le mot responsabilité, le mot éthique évidemment, le mot confiance dont on vient de parler. Je voudrais qu'on évoque la souveraineté maintenant. Florent Wadillo, la souveraineté numérique, c'est à chaque entreprise de la définir, c'est du domaine de l'État, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Dominique Lamoureux. En fait, ce sont deux notions de souveraineté très différentes. La souveraineté d'un État, c'est sa capacité de maîtrise d'un territoire, qu'il soit physique ou qu'il soit numérique. Et donc, c'est la capacité d'imposer ses règles et de s'assurer qu'on ne peut pas s'y soustraire. Exemple, lorsque les GAFAM, par exemple, ne répondent pas à des réquisitions judiciaires, il y a un problème de souveraineté numérique d'un État. La souveraineté numérique d'une entreprise, elle est différente. C'est sa capacité, en fait, de conduire son destin. C'est une forme d'indépendance. D'indépendance et aussi de protection de ses usagers ou de ses clients. Et donc finalement, la souveraineté numérique d'une entreprise, c'est ça la meilleure manière de réaliser la promesse client, cette capacité de répondre à ce qui est le fondement de la mission première de l'entreprise. Donc c'est maîtriser son destin, maîtriser ses outils et faire rejaillir sur l'ensemble de ses collaborateurs, clients ou partenaires, cette forme d'indépendance. Dominique Lamoureux, au cercle, allez-y. Alors Muriel et Dominique, juste après. Allez-y. Ce qui est particulier, c'est qu'on est sur des sujets, comme le disait très bien Florent tout à l'heure, qui sont des sujets qui nous dépassent, qui dépassent y compris l'entreprise, et qui vont nécessiter beaucoup plus de transactions et d'accords entre nous, entre entreprises, que d'autres sujets n'ont pu l'exercer. Gaia-X, par exemple, dont je pense que vous faites partie comme DocaPost, est à l'image de cela. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus juxtaposer des entités, nous devons les organiser entre elles de manière à ce qu'elles puissent, sur le marché et pour l'écosystème, fabriquer quelque chose de résilient. Oui, donc ça veut dire que des entreprises qui pourraient éventuellement même être concurrentes doivent s'associer pour avoir une souveraineté numérique digne de ce nom. C'est ce que je comprends, Dominique Lamoureux. Mais pour reprendre ce que dit Florian, il y a un vrai sujet qui est celui de la transparence. Et moi, je crois que c'est un thème que vous devriez ajouter. Je pense que ça viendra. Voilà, parce que jusqu'où va cette transparence ? On rentre aujourd'hui dans un phénomène de transparence absolue. Et je pense que c'est, en effet, là encore, ça peut avoir plein de vertus. Mais en même temps, c'est la pire des dictatures. Et comment, justement, on trouve l'équilibre entre une transparence qui est quand même aujourd'hui très manipulée, et très manipulée par des organismes qui ont besoin de tout savoir sur alors, vous individuellement, pour mieux vous vendre, ou sur l'entreprise, pour mieux la concurrencer, et puis le besoin légitime d'une protection de son savoir-faire, qui me paraît important. Alors, en régie, vous allez me suivre, hein, on va parler du baromètre maintenant, et donc c'est cet élément que je voudrais qu'on voit à l'antenne, ce baromètre des dirigeants que Sopra Steria Next propose plusieurs fois dans l'année via l'exploratoire. L'exploratoire, c'est un doutant, c'est-à-dire que c'est réfléchir et agir, hein, c'est l'idée de l'exploratoire de Sopra Steria Next, et on va voir une réaction de dirigeants dans ce baromètre sur le mot de résilience. C'est ce que je voudrais qu'on aborde maintenant. 76% des entreprises considèrent la résilience comme une obligation et une responsabilité. 59% des entreprises se sont déjà transformées pour devenir résilientes. Pour 54% des dirigeants, la crise a renforcé leur confiance envers leurs collaborateurs, et 51% des dirigeants ont encore plus responsabilisé leurs équipes. 76% des entreprises considèrent la résilience comme une obligation et une responsabilité
responsabilité. Florent Wadillo, ça c'est la leçon principale de l'année 2020 ? C'est la leçon d'une année 2020 marquée par un contexte de crise sans précédent. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas nés avant 1945, on redécouvre ce que c'est qu'une crise d'une ampleur systémique, extrêmement durable. Et donc la résilience pour les organisations, pour les acteurs économiques, c'est là que c'est absolument majeur. Et c'est là que finalement l'entreprise dévoile le plus son rôle social. Ouais. Elle n'est pas que productrice de richesse, elle est aussi pourvoyeuse d'emplois, pourvoyeuse d'un lien de confiance. Et on le voit dans les fermetures qu'il y a eu, dans les pics d'activité ou les baisses d'activité, l'entreprise a été un lieu où il a fallu apprendre la résilience parce qu'il fallait exercer à la fois une production économique et un devoir social. Mais ce mot, c'est vrai qu'on le met un peu à toutes les sauces, le mot résilience. Ça veut dire quoi? Si on le rapproche de ce qui est le cœur de métier de Sopra Steria Next, c'est-à-dire la transformation digitale, ça signifie quoi? La résilience, ça n'est pas la résistance. Il faut d'abord oublier cet aspect-là, parce que résister à un choc, c'est louable en soi, mais ça ne veut pas dire qu'on apprend quoi que ce soit et que l'on soit en mesure de rebondir. La capacité de résilience, c'est donc absorber le choc, en faire une sorte d'apprentissage, comprendre ce qui a été une force, ce qui a été une faiblesse, pour pouvoir mieux rebondir. Appliqué au monde numérique, c'est donc la capacité de commettre des erreurs, de porter des projets, de subir un pic pour pouvoir ensuite continuer son développement, sa croissance, et donc de tenir l'ensemble des engagements qui sont les siens, qu'ils soient économiques ou sociétaux. Oui. Muriel Barnez-vous, cette idée d'une entreprise en capacité de se transformer face à un choc, parce que c'est ce que signifie le mot résilience, comment vous l'interprétez? Et puis deux, est-ce que vous diriez que les entreprises qui avaient un temps d'avance ont forcément mieux résisté? Je ne sais pas si je pourrais aller jusque-là, mais oui, ça a été un choc. Un choc, mais vous savez, très souvent dans les crises, on est dans des phénomènes d'accélération plus que dans des découvertes. Oui. Et nous sommes rentrés, la Poste est rentrée depuis très longtemps dans une grande transition qui pose au fond la question de son utilité pour la société. Et notre résilience à nous, c'est de trouver ce chemin de... Au fond, à quoi la Poste est utile dans un monde où l'activité reine, le courrier, est en train de disparaître. Et la crise a poussé le sujet à l'extrême et nous a renvoyé, moi je dis souvent qu'on a gagné 3 ans d'études de marché en 3 mois, parce que la crise nous a renvoyé à quel point la société avait besoin de Poste, exactement ce que vous dites, non seulement en nous donnant une forme de résilience, mais aussi en nous montrant comment nous pouvions être nous-mêmes un élément qui rende la société plus résiliente. Je parle bien évidemment de tout ce que nous avons livré pendant la crise et que nous continuons à livrer, de toutes les actions aussi de solidarité, de lien social qui font au fond à quoi ça sert la Poste? Ça sert à faire une société résiliente. Alors je ne sais pas si les vieilles sociétés ont un coup d'avance, mais en tout cas le fait d'être un petit peu peut-être challengé ou en souffrance avant la crise nous a rendu plus robuste et prêt à la traverser et à trouver notre chemin et à ouvrir désormais un nouveau plan stratégique. Ouais, Dominique Lamoureux, vous êtes aussi président du cercle d'éthique du comité d'éthique de la SNCF. Donc là aussi, on est dans une entreprise qui a quelques décennies et siècles d'existence derrière elle. Et je crois que le grand sujet en matière de gouvernance, c'est que les entreprises sont beaucoup plus capables de résilience, d'adaptabilité, d'évolution que nos institutions. Et je pense qu'aujourd'hui, le grand défi de notre époque, c'est que nos institutions sont un peu bloquées, en crise, ne répondent pas à la demande du citoyen qui ne se reconnaît plus dans ses institutions politiques, syndicales. Alors que l'entreprise, elle sait s'adapter et elle sait justement, alors pas tous, mais quand même la plupart. Et ça, c'est... ça repose la question, est-ce qu'on va confier la gouvernance de la planète aux entreprises ou pas? Bon, voilà, c'est un grand débat de citoyens. C'est bien qu'on ait des débats de citoyens ici. Un dernier thème, tiens, il nous reste un peu plus de 3 minutes dans cette émission. Et moi, je prends un peu comme ça, je picore dans ce que seront les thématiques d'Ethic et Smart dans les mois à venir. C'est la question de la transition énergétique. C'est un vrai débat et on aura vraiment besoin d'une émission complète, Florent Wadillo, pour l'évoquer. On peut se dire que le numérique est un accélérateur de la transition énergétique ou écologique, mais il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Je vais juste donner quelques chiffres sur les data centers. On évalue le nombre de data centers dans le monde à 8 600 000. Évaluation, il y en a sans doute un peu plus. D'ici 2025, 10% des gaz à effet de serre seront produits par les data centers. 80% de la consommation électrique d'un data center sert à quoi? À la climatisation.
ils sont aussi très gourmands en eau, on pourrait rajouter tout ça. Comment vous faites coïncider ce constat que je suis en train de faire et l'objectif d'un numérique qui facilite la transition écologique, Florent Wadillo? D'abord, c'est poser le constat, et c'est important. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment le défi de notre époque, c'est d'évaluer les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, du numérique, les externalités positives et négatives sur l'environnement en particulier. Et cette démarche d'évaluation, elle n'est pas aujourd'hui systématisée. Donc, on veut vraiment, chez Sopra Steria Next, promouvoir cette démarche d'évaluation pour ensuite agir. Savoir d'où on part pour ensuite se donner un chemin. Il y a plusieurs manières d'agir. Vous avez des manières qui sont des manières de réparation, soit la remédiation, soit la réversibilité. La réversibilité, c'est quand vous effacez les effets d'une action. La réparation, c'est quand vous la compensez. Et puis, il y a un thème qu'on veut beaucoup promouvoir, c'est la question de la frugalité numérique. C'est-à-dire comment continuer à innover sans être décroissant. Parce qu'on peut protéger l'environnement sans être décroissant. La frugalité numérique, si je devais le dire très rapidement, c'est savoir réutiliser ce qui est existant pour améliorer et puis ne développer que le nécessaire. Par exemple, on sait très bien que sur des solutions de bureautique, souvent les usagers ne prennent que 20% des potentialités. Pourquoi développer les 80% restants? C'est donc aussi pour un cabinet de conseil... Donc là aussi, ça part de l'évaluation. Exactement. Ouais. Et pour un cabinet de conseil, ça permet en tout cas de répondre spécifiquement aux besoins du client, de ne pas survendre et de ne lui donner que ce dont il a besoin. C'est en quelque sorte vraiment répondre à la promesse client. Donc vous voyez, on arrive à lier tous ces sujets qui sont totalement interconnectés. Muriel Barnéou, c'est un enjeu pour la Poste aussi. Énorme. Énorme. Il l'a d'abord été au sens du logisticien, parce que lorsqu'on est un logisticien, la question de l'impact que l'on a évidemment en matière de gaz à effet de serre est majeure, et vous savez sans doute que la Poste a été le premier logisticien, votre Poste, à être carbone neutre intégralement. Et bien sûr, pour pouvoir viser cet objectif, on s'est soucié de la question du numérique, notamment parce que nous, notre gros usage, ça va être les terminaux. Tous nos facteurs ont des terminaux. Tous nos guichetiers ont des terminaux. L'ensemble. Et ça, c'est un gros sujet. Nous avons commencé à pousser des choses, par exemple, pour repousser la durée de fin de vie de ces utilisations, travailler avec nos informaticiens au mode de développement des applications. Nous sommes signataires, d'ailleurs, de la charte du numérique responsable, qui est très intéressante pour obtenir des labels en la matière. Et effectivement, c'est un sujet de rééducation, peut-être, de tout le monde, pour que on soit un peu moins dans le toujours plus et un peu plus dans le mieux, c'est-à-dire le bon usage, le bon développement, et qu'on soit soucieux dès le départ, dès qu'on conçoit, par exemple, une application, de la manière dont elle va impacter l'environnement. C'est un sujet fondamental. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous avez raison de faire une émission là-dessus. Si voilà, ce sera l'un de nos rendez-vous. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette première d'Éthique et Smart. C'était passionnant. Les prochaines, elles promettent de l'être également. Voilà, il y aura certains des thèmes qu'on a abordés aujourd'hui et certainement d'autres. Confiance client, pérennité de l'entreprise. Tiens, par exemple, c'est un thème qui me tient à cœur et dont on parlera dans Éthique et Smart. On se retrouve le mois prochain. Bonne fin de journée sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Éthique et Smart vous a été présenté en partenariat avec Sopra Steria Next pour un monde numérique audacieux et responsable.